Danielle Larsena, 81 ans. Je suis géographe. J'ai fait toute une carrière de recherche à l'école des hautes études en sciences sociales. Et maintenant, je suis retraitée et je travaille beaucoup sur quelque chose qui me passionne, c'est la pierre sèche. Voilà. Sur le territoire de Provence, parce que la construction en pierre sèche est très ancienne, hein, on la retrouve au Mycénien, on la retrouve dans toutes les périodes, même à partir peut-être du néolithique, parce qu'ici on a été une région où on a quand même beaucoup déjà d'installations au paléolithique et au néolithique. Et en fait, les premiers éléments de la pierre sèche, c'est quand l'homme habitait ses grottes, il a commencé à mettre des pierres les unes sur les autres pour se protéger. Et comme il faut les mettre les unes sur les autres, et pour qu'elles tiennent, il faut commencer à les organiser les unes entre les autres. Et c'est ça un petit peu le début de la construction en pierre sèche. Alors les grandes périodes, ici, il faut voir qu'il y a eu la période romaine, mais les Romains sont installés plutôt dans les plaines. La grande période, c'est comme la période en Catalogne, en Italie aussi, c'est le XIIe siècle. Vous savez, il y a eu un essor de civilisation au XIIe siècle. Et à ce moment-là, les villages se sont construits sur les éperons et ont commencé à construire leur territoire agraire dans la montagne avec des murets de pierre sèche. Hein. Et après, vous avez eu... Alors ça, c'était la grande période. Pratiquement, on a autant de terrasses au XIIe siècle qu'au XIXe. Hein. Et après, il y a eu quand même la période de la grande peste noire au XIVe. Donc tout le territoire a été abandonné. Après, on a reconstruit dessus au XIVe ou au XVe. Après, il y a eu la peste, je ne sais pas, de Marseille, il y a eu des pestes un peu partout. Le territoire a régressé. Et à partir de la deuxième moitié du XVIIIe, ça a été une expansion démographique et économique en Europe partout. Et là, on a eu, toutes les collines ont été construites, reconstruites jusqu'en haut. Hein. Jusqu'en haut, et même on a eu pratiquement une agriculture à risque parce que les gens construisaient n'importe comment, il y avait des effondrements, etc. Donc il y a eu une grande... Et à partir de la fin du 19e, on a eu l'exode rural, on a eu la construction des canaux dans la plaine, donc là, les gens sont descendus cultiver dans la plaine, on a eu l'abandon peu à peu des terrasses de culture. C'est un peu ce cycle-là qu'il faut voir. Donc c'est toujours des cycles avec des hauts et des bas, vous voyez. Alors, ce qu'il faut quand même bien voir, quand je vous ai dit toute cette histoire, c'est qu'on a eu des périodes de construction et des périodes d'abandon. Hein. Si bien que la dernière couche de pierre sèche qu'on a actuellement aujourd'hui, elle date de la moitié du XVIIIe. Elle n'est pas plus ancienne, parce que chaque fois on a reconstruit. Donc vous voyez, les gens qui disent on a des cabanes qui datent des Gaulois, ça n'a aucune valeur. Il faut voir que les constructions en pierre sèche, que ce soit les terrasses ou les bâtiments, hein, c'est des constructions éminemment agricoles, que ce soit pour la culture ou pour l'élevage. Hein. Alors prenons par exemple l'exemple des monts de Vaucluse. Vous avez, au niveau géologique, vous avez un massif karstique du secondaire. Hein. Le karstique, c'est des calcaires très très durs que l'eau dissout. Donc en fait, l'eau s'enfonce, il n'y a pas d'eau de surface, l'eau s'enfonce dans le sol, c'est ce qui fait les grandes, comme les rivières qui arrivent à gouffres de fontaine, ou etc. Voilà. Donc là-haut, on ne peut pas cultiver, il n'y a pas de sol, hein. Il n'y a pas d'eau de surface. Donc c'est le terrain des terrains de parcours, et c'est le terrain pastoral. Par contre, au tertiaire, vous avez des calcaires beaucoup plus tendres de l'âge qui sont ce qu'on appelle la molasse, qui ont des mers du tertiaire et qui finalement sont restés sur toutes les pentes. Et c'est sur ces terres-là qui sont beaucoup plus sableuses, qu'on peut cultiver, qu'ont été aménagées l'agriculture avec les terrasses en pierre sèche. Donc vous voyez, vous avez deux domaines. Vous avez le domaine du pastoral sur le plateau et sur les pentes
où reste la Molasse, vous avez toute l'agriculture. Et là donc, bien sûr, pour contrôler ces pentes, on ne pouvait pas faire de l'agriculture sur des pentes aussi pentues, surtout avec il faut voir que les pays méditerranéens, soit il y a trop d'eau pendant peu longtemps, soit il n'y a pas assez d'eau pendant très longtemps. Donc l'eau, c'est très violent, donc on ne peut pas construire sur des pentes où l'érosion est très importante. En pays méditerranéen, vous avez généralement toutes les terres du sommet se retrouvent en bas par l'érosion. Donc il a fallu pour cultiver faire des terrasses pour casser l'eau, hein, et faire des terrasses de culture. Voilà. Donc on a d'abord construit des murs de soutènement. Avec les pierres, les pierrements, on a fait des pierriers où on a construit des cabanes, des petits abris temporaires. Hein. Donc généralement, ce qu'on appelle les bourgs, et qui n'est pas le terme vernaculaire, mais qui est cabane, c'est généralement des cabanes des champs. C'est des petites cabanes qui sont des abris, des abris pour les outils, pour la pluie, etc. C'est pas très loin du village. Par contre, dès qu'on monte sur le plateau, on avait des cultures temporaires. Vous savez, le système méditerranéen, c'est l'agriculture, c'est bisannuel, c'est-à-dire qu'on a une année de culture, des céréales, etc., et après une année de jachère, parce que les terres sont très pauvres. Donc, l'année de jachère, c'est le parcours de troupeaux. Et là-haut, on avait besoin de cabanes plus importantes pour d'abord la période de la récolte, où on restait une quinzaine de jours avec des aires de battage, etc. Et puis après, pour les bergers. Donc là, on trouve, plus haut sur le plateau, on trouve des grandes cabanes qui peuvent faire 2 pièces ou même 3 pièces, qui sont importantes, avec des enclos, etc. Et ça, c'est des habitats temporaires. C'est jamais permanent, mais c'est des habitats temporaires, soit pour la récolte, soit pour le berger. On trouve aussi quelque chose, surtout dans ces pays de molasse ou ces pays de canyon, on trouve ce qu'on appelle des abris sous roche, des baumes qui ont été creusés par l'érosion. Et depuis le néolithique, l'homme a habité ces baumes. Et donc, dans toutes les périodes d'âge, on a construit un mur de réfend, on en a fait des habitats. Hein. Soit des habitats, soit des bergeries. Parce qu'on peut avoir aussi des grandes drailles qui montent de la plaine sur le plateau où les troupeaux passaient, comme dans les Cévennes, etc. Vous savez, des grandes drailles qui sont bordées de murs en pierre sèche. Et tout au long, vous pouvez avoir des bergeries troglodytes, des grandes bergeries. Soit aussi des grandes bergeries construites totalement en pierre sèche. Parce que sur le plateau, vous trouvez donc ces bergeries, et vous trouvez aussi ce qu'on appelait les aiguiers, parce que comme il n'y a pas d'eau de surface, hein, il fallait recueillir toutes les eaux de pluie. Donc dès qu'on avait un grand impluvium en pierre, on le taillait un peu à ce qu'on appelle des larmiers, c'est-à-dire des rainures qui canalisaient l'eau vers un grand bassin qui était couvert de pierres sèches pour éviter qu'il y ait trop d'évaporation et que ce soit trop sali, et qui servait justement pour l'abreuvement des troupeaux. Vous avez des grands lieux de pastoralisme où il y avait vraiment des transhumances qui venaient de la plaine, des plaines de la Provence et qui montaient dans la Haute-Provence. En particulier, sur la pierre sèche, la montagne de Lure, où vous avez des énormes bergeries qui sont magnifiques et qui servaient... Et là, il y avait des transhumances, il y avait des gros troupeaux. Hein. Par contre, sur les monts de Vaucluse, sur le Luberon, qui n'étaient pas des lieux de grande transhumance, c'était plutôt les troupeaux des villages, hein, qui souvent, vous avez un berger par village qui le matin appelle toutes les chèvres, les moutons et tout ça, et qui monte.
hein, et qui monte, et qui peut rester donc tout l'été sur les parcours en hauteur. Alors le pastoralisme, il faut voir que ça a été un gros problème à la fin du 19e, parce que il y a eu une dégradation énorme qui a été due à l'agriculture d'abord parce qu'elle a conquis les terres très très haut. Ensuite, il y a eu du surpâturage, il y a eu énormément de troupeaux, il y a eu du surpâturage, donc du surpâturage c'est de l'érosion, et on a coupé tous les bois parce qu'il y avait une grande utilisation de la forêt, pour le bois de charbon, pour les charpentes, pour etc., etc. Donc en fait, il faut se dire, quand ces trois activités dont le pastoralisme est très important, on avait des montagnes dénudées. Au 19e siècle, il y avait pas, tout était dénudé, hein. Maintenant, vous voyez la forêt partout, on est dans l'époque de la sylvame, mais à cette époque-là, il n'y avait pas un arbre, plus un arbre, hein, ça a été un très gros problème. Alors le pastoralisme, maintenant, donc vous aviez souvent, au niveau organisation, vous avez une bourrie à double pour le berger, vous aviez un petit enclos, parce qu'on laissait toujours les mères et les agneaux là. Partout en Afrique du Nord aussi, vous trouvez, vous savez, dans les petits trous, on laissait les agneaux dans les rochers pour pas les pâturer trop loin. Hein. Donc ces enclos, ça ne servait pas à l'ensemble du troupeau, souvent ça servait aux mères et aux agneaux. Ce qu'il y a, c'est que au niveau de la connaissance de la pierre sèche, hein, on connaît des bâtis remarquables, etc. Mais en fait, pour la pierre sèche, il faut connaître tout un territoire pour voir comment est l'organisation de ce territoire. Donc l'organisation et quelle était sa fonction. Et un bâtiment en pierre sèche, on ne peut pas le regarder tout seul, il faut le voir dans son contexte pour voir l'usage qu'on en avait et pourquoi on l'a construit. C'est pour ça que généralement, on fait toujours d'abord dans les communes un repérage, c'est-à-dire qu'on inventorie, mais très succinctement, hein, avec photos, GPS, etc., tout ce qui est pierre sèche. Et après, on essaye de comprendre, avec l'histoire, il faut travailler l'histoire beaucoup, on essaye de comprendre comment fonctionnait ce territoire agricole, qui est du domaine de la pierre sèche. Et donc ensuite, on faisait des pré-inventaires exhaustifs, avec les mesures, etc., des plans. Pourquoi? Parce qu'actuellement, pour protéger efficacement la pierre sèche, il faut qu'elle soit introduite dans les PLU, mais en tant qu'inventaire. Hein. S'il n'y a pas d'inventaire, vous ne pouvez pas protéger vraiment. Donc, dans les PLU, s'il y a un inventaire, le document est opposable à tiers. Si vous faites simplement un arrêté municipal, ce n'est pas opposable au tiers. Hein. Donc là, les communes ont dit, on va protéger des zones où il y a beaucoup de pierres sèches, mais tout ce qui est pierre sèche, pas seulement des éléments remarquables. Et donc ça, c'est quand même très très important, parce qu'on a eu quand même une grande période où on a eu, dans les années des années 50 aux années 80, ou même un peu plus loin, on a eu un pillage de la colline, de tous les éléments en pierre sèche, des cabanes, il y a beaucoup de petits hameaux qui ont disparu, ou même des soutènements, ce qui est plus inquiétant parce que ça fait dégringoler les terres, pour cette pierre sèche, vous savez, il y a eu la mode de Gordes, de parements de maisons, parements en pierre sèche. Et ça fait un mal terrible, parce que les maçons se sont fournis dans la colline en pierre déjà bien litée, etc., pour les maisons. Il y a eu un gros pillage, donc il a fallu protéger. Il y a eu des carrières sauvages contre lesquelles il a fallu lutter. Et donc maintenant, c'est reconnu, ça existe encore, mais c'est pour ça qu'il fallait vraiment protéger ce territoire. On a une base de données qu'on a fait avec l'APAR, qui s'appelle maintenant Opus, que vous connaissez hein, sans doute, hein, et on a fait une base commune parce que se sont occupés des cabanes du parc du Luberon, hein, et nous on s'est occupé de 5 communes des monts de Vaucluse. Donc on a fait... Là, on travaille sur le parc du Ventoux. Donc, on a fait des chantiers de jeunes pour ça, quand même. On a fait des jeunes qui étaient formés, qui étaient en école d'architecture, et qui venaient, et on faisait des équipes tous les étés pour faire les inventaires. Voilà.
Parce qu'en fait, les murs de pierre sèche ont une forte inertie thermique. Donc quand l'air est chaud, quand l'air est très chaud, le mur se réchauffe lentement. Quand il est froid, le mur se refroidit lentement. Donc c'est un espèce de climat tempéré et en fait qui favorise beaucoup la vie. On a l'impression que c'est que de la pierre, mais surtout dans la molasse qui se délite, vous avez peu à peu, vous avez toute une évolution qui est assez longue à raconter, mais toute une évolution où le mur qui est neuf, peu à peu, arrive à avoir à l'intérieur un milieu qui favorise et la végétation et beaucoup d'insectes, beaucoup de vie. Voilà. Donc c'est vraiment un espèce de microcosme de la biodiversité. Hein. Et actuellement, donc on sait que la biodiversité, il faut plutôt la protéger puisqu'elle se dégrade énormément. Et en même temps, il y a deux milieux, il y a deux notions. La trame verte qui est maintenant une trame européenne, qui est le réseau de corridors qui permettent aux éléments végétaux et animaux de circuler. Hein. Maintenant, on n'est plus à l'époque des réserves fermées. On sait qu'il faut que tous les éléments vivants puissent circuler pour survivre. Hein. Donc cette notion de corridor est très très importante. Et le milieu de la pierre sèche correspond à deux notions. D'abord à la notion de réservoir de biodiversité. Et ça, on peut penser que les versants aménagés en pierre sèche, c'est des réservoirs. Et après, il faut les corridors. Et les corridors, c'est tous ces chemins bordés de pierre sèche qui mènent de la plaine à la montagne, qui étaient aussi des drailles souvent, et donc qui font le lien entre la plaine, entre la trame verte de la plaine, et qui sont des trames lithiques qui montent vers les réservoirs de biodiversité. Donc vous voyez, ça crée un continuum. Hein. Et actuellement, on travaille beaucoup sur ces corridors. Il y a beaucoup de communes qui sont intéressées pour protéger ces chemins bordés de pierres sèches, qu'on appelle la trame lithique en fait. Hein. Moi, je suis arrivée ici en 79 et je suis savoyarde. Alors la pierre sèche, je ne connaissais pas du tout. Pas du tout. Et on s'est, quelques-uns, on a vu qu'il y avait beaucoup de dégradation et tout. Et donc on a commencé à 3. Hein. Et il y a eu la part qui travaillait déjà sur la pierre sèche, qui nous a beaucoup formés. Et on a découvert ce monde que moi j'ignorais complètement. Et c'est vrai que le matériau de la pierre, moi ce qui m'a fasciné d'abord, c'est de voir ces falaises et de voir ce lien entre le terrain, la roche originaire et le lien avec la roche travaillée. Il y a un lien tellement subtil entre les deux et ça m'a frappé. On ne peut pas travailler sur la pierre sèche sans travailler sur le substrat, sur la géologie, sur la terre qui est dessous, parce que le lien est évident. Hein. Il est toujours... la pierre sèche ne peut exister que si dessous il y a cette roche-là. Et puis ensuite, il y a la notion de paysage, parce qu'on a un paysage, alors maintenant qui est très fermé, parce qu'on a toute cette végétation, mais on a toujours ces espèces de structures, cette ligne qui structure des montagnes. Donc il y a une structuration en fait de l'espace, qui est, c'est comme les parcellaires aussi, hein, les haies, etc. Donc moi je suis très sensible à tout ce qui est organisation en fait de l'espace comme géographe. Hein. Et puis donc ce paysage, et puis c'est la construction en pierre sèche, et c'est une construction qui est très très belle. Quand vous regardez une voûte à l'intérieur d'une cabane, vous avez une ligne d'une perfection, une harmonie qui est très très belle. Hein. Et puis après, c'est une passion peu à peu. Plus on travaille là, plus on rencontre des gens qui connaissent des endroits, qui disent « mais venez voir ici, parce qu'ici il y a un truc extraordinaire ». Donc en fait, moi, il y a quand même plus de 30 ans, il y a 40 ans maintenant que je travaille sur la pierre sèche, presque. Hein, et ben je découvre toujours des choses ici. Toujours. Hein. Et je découvrirai toujours.
Alors moi, ce que je voudrais dire quand même, c'est que là, la pierre sèche devient vraiment un enjeu important, parce que d'abord, c'est une construction sans eau, ni mortier, ni béton, etc. Donc on a le matériau sur place. Donc au niveau éléments matériaux écologiques, c'est superbe, hein. Ça draine l'eau, ça a tous les avantages. On n'est pas obligé de déconstruire si on veut rapiécer ou etc. Ensuite, ça a sa qualité de biodiversité. Ça a une grande qualité par rapport à la violence des événements qui ont lieu actuellement avec des plus gros orages, de tenir les pentes, d'éviter l'érosion des pentes. Donc vous voyez, il y a énormément de qualités actuellement. Et ces qualités maintenant sont reconnues, et les qualités patrimoniales. Donc on voit partout une grande sensibilisation des communes ou même des communautés, et pour avoir une politique par rapport à leur territoire de la pierre sèche, hein. La protéger, la restaurer, la valoriser. Il y a un contexte effectivement touristique aussi. Donc vous voyez, actuellement, il y a quand même une dynamique très importante, hein, par rapport à toutes ces qualités, que ce soit patrimoniales ou écologiques. Voilà. Il y a un intérêt, il y a énormément de communes, nous on travaille beaucoup sur le parc du Ventoux, et il y a des communes qui font énormément de choses, hein, ce qui n'existait pas il y a une trentaine d'années. Personne ne se préoccupait de la pierre sèche, donc 40 ans, parce que c'était du bâti rural qui n'était pas valorisé, qui était dans des lieux abandonnés, etc. Donc il y a tout maintenant Alors il y a aussi quelque chose de très important, ce que j'ai oublié de dire, c'est que actuellement vous avez entendu certainement parler des programmes alimentaires territoriaux, hein, qui sont importants actuellement, c'est-à-dire qu'on veut que chaque région puisse subvenir à son alimentation d'une façon très importante. Et les parcs régionaux comme le parc du Luberon, le parc du Ventoux, ont leurs programmes alimentaires territoriaux. Ce qui veut dire qu'ils veulent qu'il y a une politique de reculture sur tout l'ensemble des terrasses ou quoi que ce soit, pour en faire des lieux de production alimentaire. Voyez. Donc vous voyez, ça c'est aussi tout un nouveau courant qui passe dans la partie de, vous savez, de tous ces territoires alimentaires, quoi. Voilà. Donc ça, c'est encore un avenir pour la pierre sèche. Voilà.